j'ai un parcours assez atypique. Donc, même si moi aussi, je viens de l'école des Beaux-Arts. Et c'est un peu étonnant que l'école des Beaux-Arts puisse être, en fait, la formation, peut-être le choix qu'on ait fait au départ. Aller à l'école des Beaux-Arts, c'est un choix. Il y a quand même des décennies à Kawalali, Hichem. Donc ça fait pas 10 ans, 15 ans, ça fait un petit peu longtemps. Et je pense que ce qui m'a attiré, je suppose que c'est la même chose pour tout le monde, c'est quelque chose qui nous interpelle, qui est de l'ordre de la fibre artistique. On est quelque part interpellé par la beauté du monde, ou par le mystère du monde, ou par tout ce qui donne du sens en fait. Et pourtant, au départ, je me suis inscrite dans le design. Donc, j'ai fait la maîtrise en design. Et j'ai changé de bord. J'ai écrit chère poétesse. Et là, pour moi, si François Tchan est chère poétesse, c'est que je dois certainement en être une. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai accepté l'idée que je pouvais être une poétesse. Mais avant, même après la publication, le terme de poète me paraissait beaucoup trop grand, porteur. Donc, l'écriture, en fait, je pense qu'on n'a pas le choix de devenir écrivain, ou de devenir poète, ou de devenir cinéaste. Il y a un besoin, je pense, que c'est cette nécessité intérieure qui s'impose à soi et qui fait qu'on se met à écrire, on ne sait pas pourquoi, et là on se met à écrire. Et heureusement qu'il y a des personnes telles que vous qui viennent nous écouter de temps en temps. C'est un véritable plaisir, c'est un bonheur, ce n'est pas un plaisir. Merci beaucoup. Alors je passe. Merci. Je ne sais pas comment je vais me présenter. Moufida Rebel, je suis peintre, donc plasticienne de formation. Je suis poétesse, mais comme a dit Madame Salwa Mestili, moi j'ai toujours écrit, mais j'ai jamais publié mes textes. Et un jour, j'ai montré ces textes-là au feu c'est Mohamed Ghazi, Allah yarhamou. Il m'a dit, tu es poétesse, Moufida, tu dois publier. Et bien j'ai refusé, j'ai dit, c'est Mohamed, mais je ne peux pas, ce sont juste des brouillons, des textes, etc. Il m'a dit, ici, je t'écris l'introduction du recueil. Si je te présente, si je t'écris la préface du recueil, est-ce que tu publies? Et bien j'ai dit, oui, puisque c'est Mohamed Ghazi va mettre son nom, il va prendre le risque. Et du coup, donc, voilà, j'ai publié ce recueil-là. Donc, c'est en arabe, Hina Turaq al-Kalimat, quand les mots fleurissent, les feuilles feuillissent, avoir des feuilles. Et la relation entre ce que je peins et ce que j'écris est presque organique, moi je dirais. Ma première exposition personnelle était autour de la fleur de Narcisse. Ma deuxième exposition était intitulée Val des Ombres. Donc la nature était toujours présente dans ma peinture et dans ma poésie. Et une autre série intitulée Itinéraire d'une vision, là où j'ai abordé le signe berbère en croisement avec le motif de l'arbre. Juste après, j'ai réalisé une autre série que j'ai intitulée Le suspendu entre deux, en abordant l'arbre justement qui enracine le ciel à la terre. Et donc pour moi, c'était cet élément-là de l'entre-deux, cet arbre-là, qui fait ce lien. Et en dernier lieu, en 2023, j'ai réalisé une exposition personnelle que j'ai intitulée L'arbre qui m'habite. Et aujourd'hui, je suis en train de réaliser ou de terminer, de fignoler le dernier recueil Soukounul Mada, donc le silence de l'étendue, ou je ne sais pas comment traduire Al-Mada. Peut-être Madame Abdelkif qui va m'aider à la traduction en français. Le Mada, je ne sais pas comment dire, de l'immensité, de l'étendue, de l'espace, de l'au-delà en tout cas. Voilà, donc j'ai essayé de me présenter en tant que peintre, poétesse, et voilà, donc c'est l'arbre qui est l'élément fédérateur, moteur
de ma peinture et de mon écriture. Voilà, et on va peut-être laisser le temps pour la lecture des textes. Merci. L'écriture pour moi aussi s'est imposée un peu comme Madame Siri. Je me suis trouvé en train de faire et pris par le tourbillon de ma vie, et la poésie devenait essentielle. C'est-à-dire que c'est devenu une forme de, non pas de thérapie, mais une forme de méditation qui me permettait d'aller de l'avant. Et je l'inscris personnellement dans le cadre d'un développement personnel. Longtemps, j'ai fait du haïku sans le savoir. J'ai fait du haïku parce que la forme était contractée, concise, percutante, fulgurante. Et puis après, je me suis réellement intéressé à cette discipline, à ce genre littéraire, propre au Japon d'abord, mais aujourd'hui qui a envahi le monde et qui est dans la modernité la plus présente. Et donc voilà, le haïku pour moi c'était une école de modestie à la hauteur de ma prétention. C'est-à-dire que je ne voyais pas faire du qasid. Le qasid, c'est le long poème de la tradition classique arabe. C'est un poème fleuve. Alors que le haïku, c'est une forme rétrécie, une forme minimaliste, naine, presque. Et donc, qui ne donne pas l'impression d'un grand effort, d'un déploiement, d'une compétence. On a l'impression, avec le haïku, que finalement, on est en train de dégréder des bouliers de bouliers ou ça fait pas très sérieux pour les gens qui croient dans la poésie, pour les parnassiens croient en une forme de poésie, disons, très élaborée et très technique. Là aussi, la technique existe. Et parfois, devant un texte, on peut rester de longues heures ou de longues semaines, voire des mois, avant que le texte puisse prendre forme, avant que les sonorités s'articulent, avant que le sens puisse devenir profond. Et donc, c'est un exercice extrêmement exigeant. C'est, à mon sens, la poésie de la situation, la poésie du détail, de l'instant et de l'instantané et du vécu. Certains poètes disent que écrire du haïku, c'est comme écrire comme un enfant avec la sagesse d'un vieux. C'est un peu ça la définition de la philosophie de cette écriture, de cette poésie. Moi, je vais avouer quelque chose. C'est qu'en fait, j'ai des textes courts, mais je ne prétends pas faire du haïku. En fait, j'ai du mal à répondre à des codes, à des catégories. C'est peut-être, ça fait aussi partie de ce côté dissident qui est en moi. Et donc, mais des textes courts, effectivement, j'en ai fait l'expérience. Et si je peux, je suis d'accord avec vous deux. Je pense qu'on a tous compris ce que c'était que le haïku. Mais ça rejoint en fait la poésie en sens général. Parce qu'en fait, même si on fait des textes longs, on essaye de sculpter en fait le texte et on enlever tout ce qui est superflu. Donc on peut se passer pour garder l'essentiel. Même si c'est un texte qui prend plusieurs quatrains, mais il n'en demeure pas moins que c'est l'essentiel qui reste. Et le regard, en fait, le poète, en fait, ce qu'il écrit, c'est la résultante du regard qu'il porte sur le monde. Donc, nécessairement, en fait, la poésie, en fait, pourquoi est-ce qu'on écrit? Voilà pourquoi est-ce qu'on peint, voilà pourquoi on fait de la peinture, voilà pourquoi on fait de la musique. Toutes les formes, en fait, esthétiques, on les fait parce que le vocabulaire commun
est défaillant, tout simplement. Parce que le monde porte en lui, en fait, il y a quelque part des secrets. Et l'idée que l'on a du poète en tant que mage, comme s'il décodait le mystère, en fait, il est là, mais il faut savoir le voir. Il y a des articulations, en fait, il y a des relations. Moi, je me dis, le poète, il est là pour créer des liens entre des éléments du monde, mais qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Et le poète tisse des liens. Il crée des liens. Il voit des choses qui ne sont pas évidentes. La dernière fois, j'avoue que ça va peut-être prendre un petit peu de temps, je crois que c'est pas toi ça. Je vais essayer quand même d'être courte. J'étais face à une nature comme cette nature-là, une très belle nature. Et je voyais, il y avait du vent. J'étais face à Seigneur, en fait. Voilà. Il y avait un palmier, il y avait des arbres, des oliviers, il y avait plein d'arbres. Mais les arbres étaient de nature différente. C'est-à-dire qu'il y en avait qui bougeaient sous le vent d'une manière indolente, il y en avait qui bougeaient d'une manière très douce, il y en avait qui bougeaient violemment. Donc il y avait des mouvements différents. Et l'image d'un chef d'orchestre, en fait, le vent, c'était le chef d'orchestre. Et chacun répondait à sa manière. C'est un petit peu comme le chef d'orchestre qui avait le violoncelle, qui avait le violon, qui avait la bouche, tous les instruments. Mais chaque instrument donnait ce qu'il pouvait donner, en fait. Et c'était le vent qui révélait tout ça. Et le poète, en fait, il fait exister cette magie qui habite le monde. Et ça relève du voir, en fait, de la présence, de sa présence au monde. Et on essaye de partager, en fait, cette approche. On essaye de dire ce qui n'est pas évident, en fait. Mais seulement, au moment où on va le dire, il y a des mots qui manquent, il y a des expressions qui manquent. Et on essaye d'associer, pour trouver cette image, on essaye d'associer des choses qui ne se rencontrent pas généralement. Et ils se rencontrent, heureusement, dans l'espace esthétique. Et c'est ce qui nous permet de faire exister le monde. Parce que le monde n'existe que par la parole, que par le langage, que par le verbe, le logos. Donc, on réinvente le monde. Dire que c'est un arbre, par exemple, c'est un concept, ça nous avance à rien. Par contre, parler de l'arbre, dire l'arbre, c'est le faire exister dans sa différence par rapport aux autres. Et là, l'artiste, quel qu'il soit l'artiste, il est là pour ça, c'est sa vocation quelque part. Et on est là tous ici à avoir cette fibre. Et on l'exprime d'une manière différente. Et c'est cette manière d'être. Être artiste, on peut l'être. Être poète, on l'est avec des formes, heureusement, avec des formes différentes. Donc le haïku, finalement, je me suis retrouvée en train d'écrire. Je n'ai pas tellement répondu au code. Donc on commence à lire. Merci. Le colloque a eu la très bonne initiative de publier des haïkus classiques japonais pour nous permettre de connaître mieux ce genre et d'aller aux origines. Si vous voulez, nous pourrions lire des textes ensemble. Un haïku se lit en général 2 fois. Une fois pour le premier contact et une deuxième fois pour s'en imprégner. Donc je lirai les haïkus 2 fois. Voyageurs en été, les rêves errent par les champs desséchés. Voyageurs en été, les rêves errent par les champs desséchés. Le haïku est une poésie qui contemple la nature et qui s'intéresse aux saisons. C'est une poésie de poètes voyageurs qui ont sillonné le Japon dès le XVIIe siècle. Et à l'origine du haïku, en fait, il y a une joute ludique. C'était une poésie collective qu'on appelait le renga. Et le renga, c'était une sorte de dialogue, de discussion collective dans une communauté où les gens se répondaient par petites bribes de poésie. C'est une tradition qui existe chez nous, dans le sud tunisien. Et donc le haïku est venu de là. Il est venu d'une forme de social. Il est venu du lien social.
il est venu de la complicité collective. Et donc il restait une forme démocratique. Et jusqu'à présent, beaucoup de personnes s'adonnent et c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs dans le haïku, c'est qu'il fait entrer la poésie dans la vie quotidienne, à travers des perceptions, des choses les plus simples, les plus banales, les plus ordinaires, pour leur donner justement une dimension. Alors j'ai amené avec moi un haïku écrit par une dame japonaise, qui est la mère d'une amie à moi, qui a travaillé à Tunis. Et ce haïku, ça s'appelle en fait, avec le dessin, sur cette forme, dans la forme verticale, ça s'appelle un aïga. Voilà. Ça s'appelle un aïga. Parce que le dessin est en général quelque chose de très simple. La calligraphie se fait à la verticale. Et ce texte dit: Maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne me laisse pas tout seul, car c'est le printemps. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent le japonais parmi vous, mais ce texte dit ceci en substance. Donc, je vais essayer d'utiliser mes doigts pour voir si ça correspond à la métrique. Alors, maman, s'il te plaît, 5. Ne me laisse pas tout seul, 7. Car c'est le printemps, 5. Le haïku obéit à cette métrique. Il y a 17 sonorités. Je ne dis pas syllabes parce qu'en japonais ça ne correspond pas, mais dans les langues latines, ça correspond à des syllabes. Donc c'est 17 syllabes. C'est une règle, mais ce n'est pas une contrainte draconienne parce que les poètes modernes, dans leur licence poétique, la transgressent. Les poètes courts, René Char par exemple, écrivait des haïkus, des textes très courts, mais sans que ça corresponde véritablement à la métrique du haïku. Il y a aussi une autre difficulté, c'est d'éviter que cette métrique 5, 7, 5 devienne une mécanique. Il faut que ça reste organique. Donc ça, c'est une autre difficulté dans l'écriture du haïku. Donc je vais en lire un autre. Vent d'hiver, la montagne immobile, les arbres dénudés. Vent d'hiver, la montagne immobile, les arbres dénudés. Ici, on a tout de suite une image, et vous comprenez pourquoi le cinéma et le haïku peuvent finalement faire bon ménage, dans la mesure où on capte des instants et on fige des... C'est comme un arrêt sur l'image. C'est comme un arrêt sur l'image. Exactement. C'est un arrêt sur l'image. Exactement. Vous allez attendre. Et là, on a bien l'arrêt sur l'image. Si je relis une troisième fois, vent d'hiver, la montagne immobile, les arbres dénudés. Chacun a son image, je suppose. C'est très visuel. Hein. Ça peut être une méditation, ça peut être une contemplation. Je vais m'arrêter pour l'instant et on reprend. On a le choix, tous les textes sont beaux. Donc, on va commencer par celui-là. Ce monde de rosée est un monde de rosée. Et pourtant, je répète, ce monde de rosée est un monde de rosée. Et pourtant, on a l'impression que le texte continue à chacun de continuer à s'écrire. Et pourtant. Ici, c'est un fondu enchaîné. Exactement. Et donc, nous ne sommes pas en train de donner les auteurs, mais les auteurs qui ont été, je vais essayer de lire. Hein. qui ont été choisis Kobayashi, sont parmi les plus importants et ce sont les fondateurs du haïku. Je continue avec un second. C'est Ryosa Buzu. J'espère que je ne trouve pas son nom. Alors, silence du crépuscule. La voix du coucou
se fond dans le soir. Silence du crépuscule, la voix du coucou se fond dans le soir. Un texte de Masayoka Shiki, tomate d'été, rouge profond du jardin et du cœur. Tomate d'été, rouge profond du jardin et du cœur. Un deuxième texte de Chioni, 18e siècle. Le seau du puits gelé, j'écris sur son fond le mot printemps. Le seau du puits gelé, j'écris sur son fond le mot printemps. Oui, si vous voulez, on continue. On continue, sinon on pourrait parler des... Un dernier. Un dernier. Alors, Yossa Busson, à la lumière de la lune, les flocons de neige brillent comme des perles. À la lumière de la lune, les flocons de neige brillent comme des perles. Le haïku, en fait, c'est une école, on a dit, de modestie, et c'est aussi une école qui nous apprend à accepter les imperfections de la vie. C'est en ça, pour moi, que ça a été une thérapie, entre guillemets. Et il y a une philosophie japonaise qui s'appelle le wabi-sabi, qui est une célébration de l'imperfection. D'ailleurs, qui se retrouve dans la céramique. Voilà. On répare les objets cassés, les céramiques cassées avec de l'or. Les choses bonifient quand elles sont imparfaites. Et donc, c'est un peu ça la leçon du haïku. C'est la blessure, la cassure, la fracture. C'est la résilience par la suite. Mais le craquement, le doré, c'est une blessure en fait. Exactement. Donc, le haïku, finalement, c'est une sorte de chemin à suivre, puisque c'est en temps de voyage. C'est un chemin où on entre en harmonie avec la nature, où on se perd jusqu'à la mort. Et il y a une forme de haïku que je suis en train de pratiquer en ce moment, qui s'appelle le jisé. Le jisé, c'est le poème d'adieu à la vie. Vous me direz, c'est un peu trop tôt pour moi, mais je pense qu'on ne fait qu'un seul gisé, et moi j'en ai à peu près 150. Donc je n'ai pas encore mon gisé. Donc je n'ai pas dit mon dernier mot, et je n'ai pas fini d'écrire. Mais les gisés, c'est des poèmes qu'écrivaient donc, les samouraïs, soit avant s'ils étaient malades et qu'ils étaient à l'article de la mort, soit quand ils se suicidaient, le fameux rituel, et là, ils écrivaient un poème, le dernier. Et le dernier poème, c'est celui qu'ont laissé aussi les kamikazes de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont laissé des textes extrêmement percutants. J'ai repris cette idée, et là, je suis en train de travailler régulièrement sur le gisé, sachant qu'il y a un autre genre qui m'a séduit, et dans mon livre intitulé Haïku, ce ne sont pas véritablement des haïkus, ce sont plutôt des senryu. Le senryu, c'est un haïku, il a la même forme, la même métrique, sauf qu'il critique la société. C'est un texte ironique, humoristique, qui tourne en dérision des travers de la société, de l'humanité. Donc moi, je me sens plutôt en train de faire du senryu. Aujourd'hui, j'aborde le gisé. Là, il y a de la matière. Il y a de la matière. et donc voilà un petit peu des pistes que je vous donne pour aller faire vos propres recherches en matière de haïku, puisque selon la même forme, selon la même métrique, on peut être dans des déclinaisons
différentes, soit le scénario, soit le gisé. Sachant que la forme suprême en poésie japonaise, c'est le tanka. Le tanka étant le poème classique par excellence. Voilà. Donc nous allons après ça lire nos propres textes et vous faire connaître un peu notre production en toute complicité. Merci beaucoup, Michel. Je dirais, plutôt qu'avant de mourir, je dirais, on écrit pour apprendre à mourir. Parce qu'on on meurt tous les jours, ayant donné, sans grave. Donc, le phénix, le simorgue, donc, on écrit beaucoup plus pour apprendre à mourir. Non, c'est parce que je considère que l'art nous transforme. La pratique de l'art nous transforme. Et donc on renaît à chaque fois différent. Donc on apprend à mourir. Pour pouvoir renaître autrement. Donc je continue, je termine avec le texte avant d'entamer les autres. C'est ça? Alors, Masako Shiki, j'espère que je ne vais pas tromper. La brume du matin, les silhouettes des arbres se dessinent lentement. La brume du matin, les silhouettes des arbres se dessinent lentement. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Un texte de Hawaii Gashi, fin 19e siècle, début 20e siècle. Dans la forêt d'été, la voix d'un oiseau devient mon guide. Dans la forêt d'été, la voix d'un oiseau devient mon guide. On passe. Peut-être Vous êtes d'accord? avant, je parlerai de Béchir Kalouéji. Bien sûr. Alors, Béchir Kalouéji, Ah oui, qui est ce que un j'aime. grand poète décédé, un très grand poète tunisien, a écrit le livre des haïkus. Ça s'appelle le livre des saisons. Donc, les 4 saisons, l'hiver, l'automne, l'été, le printemps. Et il est dans la pure tradition haïku, mais c'est écrit en arabe et c'est calligraphié, enfin il a calligraphié lui-même. Ça donne un recueil tiré en 100 exemplaires seulement, dont j'ai la chance d'avoir une copie. Voilà. Donc Béchir Kalouéji n'est pas le seul à m'avoir inspiré. En réalité, il y a un Américain qui s'appelle Jack Kerouac, qui est un écrivain beatnik, qui voyageait, qui sillonnait l'Amérique. Qui sillonnait l'Amérique et qui a écrit énormément de haïkus en anglais. Bon, il y a évidemment René Char, il y a Paul Claudel aussi qui a écrit des textes très incisifs. Et puis, bon, il y a eu Roland Barthes qui m'a permis de définir ce cadre avec son Empire des signes en 70, qui m'a permis d'avoir un cadre, disons, de réflexion théorique sur le haïku. Voilà, donc pour moi le haïku c'est un acte de résistance en fait. Un acte de résistance par le minimalisme, par le refus d'en faire trop, mais d'aller juste à l'essentiel. Voilà, c'est tout le haïku. Donc je vais vous en lire quelques-uns que j'ai osé imprimer, parce qu'à un moment, bon, c'était devenu nécessaire. Alors, il y en a à peu près 700 dans ce livre. 700 avec un bestiaire. Alors, si vous voulez, on va sautiller, on va passer. Je suis feu follet, mais on m'appelle Luciole pour m'intimider. Je suis feu follet, mais on m'appelle Luciole pour m'intimider. Moi, Lilliputien, je suis le bouffon du roi et il m'apprécie. Moi, Lilliputien, je suis le bouffon du roi et il m'apprécie.
Quand j'étais bouffon, j'aimais les plaisanteries sans déguisement. Quand j'étais bouffon, j'aimais les plaisanteries sans déguisement. Le bouffon bouffi n'a pas le droit de rire, sauf en aparté. Le bouffon bouffi n'a pas le droit de rire, sauf en aparté. Le bouffon qui joue la comédie humaine voudrait bien pleurer. Le bouffon qui joue la comédie humaine voudrait bien pleurer. Ce clown est mon clone et il ne s'inclinera devant personne. Quand le fou guérit, il devient sage savant ou bonimenteur. Quand le fou guérit, il devient sage savant ou bonimenteur. Bon, ça vous avez bien remarqué qu'il y avait une thématique et que le mien c'était le rapport à la cour du roi. Le bouffon, c'est celui qui est voilà, par rapport au pouvoir. On va passer à une autre thématique si vous voulez bien. Hypnotise-moi. Raconte-moi l'histoire de l'halluciné. Soudain, je vois rouge, puis de toutes les couleurs, et je broie du noir. Soudain, je vois rouge, puis de toutes les couleurs, et je broie du noir. Dans mon cauchemar, je traverse des couloirs, encore et encore. J'ai la hantise des chiffres qu'il faut calculer à toute vitesse. J'ai la hantise des chiffres qu'il faut calculer à toute vitesse. La naïveté, comme toute perversion, est polymorphe. La naïveté, comme toute perversion, est polymorphe. L'enfant motivé, cramé par son papa, fera ce qu'il fit. L'enfant motivé, cramé par son papa, fera ce qu'il fit. L'enfant momifié ne dira plus mot pour l'éternité. L'enfant momifié ne dira plus mot pour l'éternité. L'enfant capricieux fait des demandes impossibles au Père impuissant. L'enfant capricieux fait des demandes impossibles au Père impuissant. C'est un autre thème, si vous voulez bien. Le bestiaire est assez sympathique. Ah, celui-là n'est pas mal. C'est le thème du baiser. Alors. Il s'agit de la langue. La langue, organe, comme moyen d'expression. Et chacun traduit ce que les chiens disent, chacun dans sa langue. Et chacun traduit ce que les chiens disent, chacun dans sa langue. Bienvenue en laisse, une chienne de langue se lâche parfois. Bienvenue en laisse, une chienne de langue se lâche parfois. Entre deux mâchoires, derrière un rempart d'ivoire, elle remue sans cesse. Entre deux mâchoires, derrière un rempart d'ivoire, elle remue sans cesse. Ta lèvre est gercée, de m'avoir beaucoup embrassé, je suis souvent menti.
facile à apprendre. La langue des baisers est universelle. La langue palpite lors d'un baiser langoureux qui se prolonge. La langue palpite lors d'un baiser langoureux qui se prolonge. En espéranto, les langues sont confondues en un seul baiser. En espéranto, les langues sont confondues en un seul baiser. Partout dans le monde, le French kiss est associé à la Tour Eiffel. Partout dans le monde, le French kiss est associé à la Tour Eiffel. Roule-moi une pelle, dis-moi comment tu t'appelles et éclipse-toi. Roule-moi une pelle, dis-moi comment tu t'appelles et éclipse-toi. Ce baiser volé m'a laissé un souvenir impérissable. Baiser sur la bouche, donné à celui qui meurt en guise d'hommage. Baiser sur la bouche, donné à celui qui meurt en guise d'hommage. La salive des baisers aseptise nos blessures après les morsures. La salive des baisers aseptise nos blessures après les morsures. Baiser boulimique à la fin du ramadan, mais quelle fringale! Baiser boulimique à la fin du ramadan, mais quelle fringale! Baiser du bouseux, on aurait dit un bouson, un peu. Baiser du bouseux, on aurait dit un bison faisant ses besoins. Baiser du bouseux, on aurait dit un bison faisant ses besoins. Bon, ça c'était la thématique du baiser. Mais on ne va pas aller plus loin parce que je vous invite à lire. J'espère que ça vous donne envie. De quoi? Sinon, je vais Ça prendre... vous donne envie de quoi? Ça dépend. Voilà. Bon, il y a aussi les métiers. Il y a aussi les métiers. Et puis il y a aussi le haïku lui-même. Une réflexion sur le haïku lui-même. Donc peut-être qu'on pourra en parler en aparté, si vous voulez bien, après la séance. Mais pour l'instant, je laisse le temps de parole à mes amis. Merci beaucoup, Michel. Merci pour cette belle écriture. Il y a beaucoup d'humour, en fait, et ça te ressemble. La feuille se jette à l'eau. Sarment s'accroche. Il doit nouer son étoile au bout du pilier. Stoïque récit. Je vais répéter, je répète. Je fais marche arrière. Sarment s'accroche. Il doit nouer son étoile au bout du pilier. Stoïque récif. La mer grignote sa chair. Force immobile. Stoïque récif, la mer grignote sa chair, force immobile. La verte s'offre au vent, corps ajouré, pour retrouver la maison. La verte s'offre au vent, corps ajouré, pour retrouver la maison. Que s'éveillent les coccinelles, brodées au deuil. Que s'éveillent les coccinelles, brodées au deuil. Les blés, mêlés aux orties, nous promettent l'infini. Les blés, mêlés aux orties, nous promettent l'infini. Le ciel dévisage le coquelicot. Son étendue bleue s'enflamme. Le ciel dévisage, amoureux, le coquelicot. Son étendue bleue s'enflamme. Des papillons sur l'arbre en fleurie.
Les branches les retiennent complices. Des papillons sur l'arbre en fleurit. Les branches les retiennent complices. Le cyprès noir regarde ses rameaux dessiner des projets. Verbiage des pâquerettes. Le cyprès noir regarde ses rameaux dessiner des projets. Verbiage des pâquerettes. À l'oreille du ciel, le vieux parvis murmure une symphonie azur. Sol, qui pries-tu? Superbe dans les airs et courbé vers la poussière. Sol, qui pries-tu? Superbe dans les airs et courbé vers la poussière. L'étoile est ravie au silence du soir. L'étang s'habille de noir et la queue dans son habit miroir. L'étoile est ravie au silence du noir. L'étang s'habille et la queue dans son habit miroir. Sur la page, au crayon mage, je défais la carte du ciel. J'embrouille les chemins et je détourne le destin. Sur la page, au crayon mage, je défais la carte du ciel. J'embrouille les chemins et je détourne le destin. Qu'attendez-vous du corps du vent, venu de loin dénuder le chemin? Qu'attendez-vous du corps du vent, venu de loin dénuder le chemin? La lumière a dévalé les airs pour une rose et un bleu amer. La lumière a dévalé les airs pour une rose et un bleu amer. Le cyprès monte, monte, monte. Il est obstiné. Les racines dans la boue, le cyprès rêve du firmament. Les racines dans la boue, le cyprès rêve du firmament. Papillon, pour qui exposez-vous votre corps bariolé? Papillon, pour qui exposez-vous votre corps bariolé? Il faut élever des arbres à la place des minarets. Nous prierons ensemble, branches et doigts mêlés. Les murs n'ont jamais fleur de nous. Il faut élever des arbres à la place des minarets. Nous prierons ensemble, branches et doigts mêlés. Les murs n'ont jamais fleur de nous. Faites parler la montagne pour que s'explique la pierre si loin larguée. Faites parler la montagne pour que s'explique la pierre si loin larguée. Dites à la poussière qui rêve des étoiles que la terre fait danser même la pierre. Dites à la poussière qui rêve des étoiles que la terre fait danser même la pierre. C'est dans la fange que poussent les soleils, fruits au goût de miel. C'est dans la fange que poussent les soleils, feuilles au goût de miel. La mer et la lumière s'élèvent vapeur unie dans les airs. La mer et la lumière s'élèvent vapeur unie dans les airs. Le lourd couvercle s'est déchiré. Une lueur a traversé mon miroir.
Le lourd couvercle s'est déchiré. Une lueur a traversé mon miroir. Il croit dur qu'en faire, que c'est bien d'en faire, des prières endurent, en hissant des murs. Il croit dur qu'en faire, que c'est bien d'en faire, des prières endurent, en hissant des murs. L'eau court, court, court le fossé pour s'élever avec l'olivier. L'eau court, court, court le fossé pour s'élever avec l'olivier. Dans sa robe, pétale écartelée, le camélia brûle d'éprouver l'éternité. Dans sa robe, pétale écartelée, le camélia brûle d'éprouver l'éternité. À la vue de la terre, le ciel d'envie écume, il pleut. À la vue de la terre, le ciel d'envie écume, il pleut. Se réveillant affamé, le ciel grignote la peau des sommets. Se réveillant affamé, le ciel grignote la peau des sommets. C'est pas d'un coup, c'est proche. Merci pour votre écoute. Mes textes sont en arabe, donc je ne peux pas traduire en même temps, mais juste comme on a dit tout à l'heure, l'intitulé du recueil, donc Soukoun el-Madar, je l'ai traduit comme ça, le silence de l'horizon. Je commence par le premier texte. Chers amis, je vais essayer de vous traduire tout à l'heure pendant la pause. Je suis vraiment désolée, je ne peux pas le faire tout de suite. Pour la traduction. Oui, Désolée. c'est pour la traduction. Non, mais ce qui est important, c'est la voix, le La son, musicalité. c'est la musicalité, bien sûr, bien sûr. Merci pour votre compréhension. صباح اللقاء كل شيء هادئ إلا قلبي يرتعش. صباح اللقاء كل شيء هادئ إلا قلبي يرتعش. معلق على شماعة كل ما بقي من معلم شهيد معطف أسود. معلق على شماعة كل ما بقي من معلم شهيد معطف أسود. كيس فارغ طحين أبيض وأحمر هنا غزة. كيس فارغ طحين أبيض وأحمر هنا غزة. صباح العيد حزين هذا الطفل إلا رسم ضاحك على معطفه. صباح العيد حزين هذا الطفل إلا رسم ضاحك على معطفه. شاطئ قرطاج أقدام عارية على طريق حنبع. شاطئ قرطاج أقدام عارية على طريق حنبع. مساء طويل يسرع المارون في طريقهم إلا عجوز في شرفتها. مساء طويل يسرع المارون في طريقهم إلا عجوز في شرفتها. يوم العيد على الأرض كاميرا صحفي شهيد. يوم العيد على الأرض كاميرا صحفي شهيد. جدار عازل
مصافحة على ملصق الإشهار، جدار عازل مصافحة على ملصق الإشهار. حقل القمح صحى باكرا معي فراش ملون، حقل القمح صحى باكرا معي فراش ملون. باب المستشفى مغلق، جراح مفتوحة على مصراعيها، عبوءات نازفة. باب المستشفى مغلق، جراح مفتوحة على مصراعيها، عبوءات ناسفة. من تحت الباب يتسرب الضوء إلى عيني، نهاية الحلم. من تحت الباب يتسرب الضوء إلى عيني، نهاية حلم. على طاولة بيضاء جهاز تنفس كل ما بقي من أنفاس أمي. على طاولة بيضاء جهاز تنفس كل ما بقي من أنفاس أمي. بعد رحيلها في خزانة أمي ينتظر إبريق الشاي. بعد رحيلها في خزانة أمي ينتظر إبريق الشاي. في صالون جدتي حصان يجري بلا ملل، صورة قديمة. في صالون جدتي حصان يجري بلا ملل، صورة قديمة. عيد الحب يمر بها العشاق بائعة الزهور. عيد الحب يمر بها العشاق بائعة الزهور. شجرة التوت شامخة منذ سنين في لوحة الزيتية. شجرة التوت شامخة منذ سنين في لوحة الزيتية. بحر هائج رحلة الأحلام انطلقت، زورق ورقي. بحر هائج رحلة الأحلام انطلقت، زورق ورقي. أمام المرآة تبوح بكل أسرارها طفلة خجولة. أمام المرآة تبوح بكل أسرارها طفلة خجولة. Merci. Merci, chère amie, chère poétesse. Merci, Cyril. Il y a des mots qui ont résonné en moi. Il y a des mots qui ont été présentés par vous trois. Ça, merci beaucoup. Félicitations aussi pour ces belles œuvres qui nous inspirent et qui sont dans l'air du temps. Je vais m'expliquer pourquoi. Parmi les mots qui ont été cités par Michel, en fait, Marcel m'a dit parfois aussi Moufida. Je commencerai peut-être par vous rappeler que vous êtes chassé de la cité de Platon. Vous le savez, les poètes, ils sont chassés de la cité de Platon.
Platon, il vous chasse de sa cité. Les poètes. Pourquoi? Parce que lui qui plaide pour le monde des idées, idéal, pour lui, les poètes, c'est le monde de l'illusion. Donc vous faites du faux. Vous faites du faux. Et dans sa théorie de la mimésis, alors là je vais m'inspirer de cela pour aller vers mon interprétation, ma lecture. Je peux me tromper, vous êtes là pour me corriger, j'interviens en tant que novice, avec une petite sensibilité quand même poétique. Il y a pour Platon, sa théorie, le kratilisme, c'est la correspondance entre la chose et le mot. C'est-à-dire que, selon cette théorie-là, le mot, c'est la chose. C'est-à-dire quand on dit le mot, la chose, elle existe. Mais les débats depuis toujours ont porté sur est-ce que c'est la chose qui a précédé le mot ou est-ce que c'est le mot qui a précédé la chose, comme la pensée et le langage. Donc, je pense que le haïku, de ce point de vue, il va dans ce sens dans la mesure où il essaye de rendre la chose avec un minimum de mots. J'ai relevé l'expression de acte de résistance parce que c'est un acte de résistance. Et encore plus aujourd'hui, avec la montée du consumérisme. Nous sommes dans une société post-industrielle, très consumériste, une surabondance. Donc c'est comme si on allait vers le dénigrement du progrès et le retour à l'origine aux choses archaïques, tribales, avec la futilité des choses, le peu de moyens pour exprimer l'essentiel. En fait, tout cela, je pense que c'est une sorte de quête de la vérité qu'on ne peut pas du tout atteindre. Comment, le sens, comment avec peu de mots, on arrive et je crois que c'est la prouesse des poètes. Comment vous, poètes, on dit haïkuiste, on dit non, haïkuiste, haïjin. Comment vous, voilà, pas avec le gène, hein. Alors, haïjin, oui. c'est l'appellation de celui qui s'adonne au haïku. Eh ben, j'ai traduit ça en arabe, c'est hajjin. Eh ben, c'est très bien, parce que là, vous entendez aussi la transition. Haïjin, hajjin, il y a le mot génie. C'est-à-dire, est-ce que c'est le génie? Est-ce que le poète, c'est une personne génie, c'est-à-dire illuminée par des forces occultes, ou est-ce que plutôt donc un inspiré, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelqu'un qui fabrique, comme un artisan, il fabrique les mots, il fabrique les syllabes, il fabrique les sonorités. Et l'autre mot aussi que j'ai relevé chez Michel dans son propos, c'est le terme organique. Organique parce qu'il me semble qu'il relève de l'organique comme tout poème. Et le haïku encore plus. Pourquoi? Parce que le haïku encore plus, c'est vrai qu'il est en 3 temps, si vous voulez, mais je crois que ces 3 temps correspondent. Et on dit que le haïku, c'est le poème du silence. Non, moi je verrais autre chose. Organique dans la mesure où la respiration, la vie, c'est inspirer et expirer. C'est ce mouvement-là. Le mouvement de la mer, c'est le flux et le reflux. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le silence. Donc, le haïku, c'est le poème de la vie, avec ces 3 moments-là, l'inspiration, le silence et l'expiration. Autre chose aussi, je vais essayer de faire un peu d'exercice acrobatique. J'ai essayé de lire un poème dans l'autre sens. Pas le sens vertical du début jusqu'à la fin, mais à l'envers. Et alors, par exemple, celui-là, et même les mouches pleurent, elles sanglotent et prient, ne frappez pas les mouches. Moi, je l'ai lu à l'envers, de bas en haut. Et j'ai remarqué que ça marche. Ça marche, mais Ça marche? Je ne sais pas. et l'opposition s'efface. Peut-être, Parce que dans le peut-être. on doit toujours garder cette forme d'opposition. En Ouais, arabe, ouais. on dit al-mufara. Non, je valide mon hypothèse. Comme quoi c'est le flux et le reflux. C'est un petit peu tiré par les cheveux, je le sais, mais j'essaie de valider un peu mon hypothèse. C'est un petit peu ça. Là, quelques remarques que j'ai. C'est vrai que c'est très difficile pour moi, enfin selon moi, c'est très très difficile de faire de la poésie. C'est très difficile de trouver le mot juste pour dire l'idée et la pensée. Et c'est un exercice d'ascèse. C'est de l'ascèse. C'est vraiment de l'ascèse que d'aller vers le haïku. Il y a eu des tentatives, bien sûr, chez les Français, les poètes français, vous l'avez dit. Ça n'est pas parce que René Char, et il y a aussi le monostiche, c'est chez Apollinaire, le monostiche, oui, Apollinaire, Jean-Marie Harel, bien sûr. Mais il me semble que ce sont des tentatives qui nous montrent que ce n'est pas parce que le poème est long qu'il est plus significatif.
le peu de mots, la concision, et on va vers la concision, et on va vers le minimalisme. La concision, c'est peut-être ce qui nous attend dans notre condition de postmoderne. On doit se suffire du peu. Et tu as parlé de Gizeh, hein, Gizeh, la mort, c'est la mort. C'est pour ça que le souffle, ça peut être aussi la vie, et la fin du souffle, c'est la mort. Il me semble, hein, je ne sais pas. Le gisant, c'est... Oui, le gisant. Voilà. Ce sont ces lectures-là qui ont été provoquées grâce à vous, On soulève en fait. on soulevait énormément, on a L'année réfléchi. prochaine, vous proposez Gizeh, donc ce qui voudra dire que je serai encore... Inch'Allah, Quran. Merci Aïcha. Moi, je voudrais saluer la force de retenue dans ce que vous avez dit. Vraiment, c'est un jeu sur le signifiant. Évidemment, avec en ce moment le signifie ouvert, que ces couleurs. Mais bravo, vraiment c'est une assaise. Moi, je serais incapable de dire comme ça, en très peu de mots méchants. Vraiment dans la prolixité. Je n'aurais jamais pu me livrer à un tel exercice. D'autant plus que vraiment c'est un travail d'économie, mais tellement au bout. Alors la clé c'est beaucoup de prospérité supplémentaire avec très peu de dépenses. Et vraiment l'économie l'a retenu, et ce qui m'est venu à l'esprit dès que je suis arrivée. Des sentiments, un ressenti d'envol. C'est volatile, c'est volatile. Et ça me renvoie au sentiment que j'ai envers la culture dans la trace, dans la subtilité, dans un truc éthéré, Léger, le volatile. On a vu le choix des couleurs, la prévisibilité de cohérence improvisée comme ça. Waouh! Est-ce qu'il est enseigné le haïku? Est-ce qu'il est enseigné? Oui. Dans les manuels scolaires, moi je ne l'ai pas enseigné. Nous, les Japonais, écrivaient justement quotidiennement le haïku. Ça devient un rituel quotidien. Et à la fin, il exposait les textes dans la ville et il donnait un prix pour le meilleur chaque année. Au principe, il faut qu'il figure dans les manuels scolaires. Absolument. Il est extrêmement. C'est un rituel. Oui. C'est le souffle presque de la vie. Et le concept de l'économie, alors là j'adhère entièrement. Oui, on est dans l'économie de la langue, de l'expression, de l'écriture. Oui. C'est l'économie par excellence, c'est le minimalisme par excellence. Vous a chassé de la cité de Platon. Oui, elle a raison. Vous êtes tout autant chassé, oui, de la cité et de l'islam. Dans le Coran, Shu'ara, Iqra'u bil-Ghaw. Génie. Donc attention, j'ai vos amis, c'est pas dit. Moi, j'ai osé planter des arbres plutôt que des minarets. Moi j'ai suspendu les arbres Entendu. entre le ciel et la terre. Ça, s'ils tombent sous leurs mains. Vous faites œuvre de résistance et de militants. À un moment, on parle des carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, c'est un mot de la résistance. Parce qu'il est, ça va. Il faut que je le retrouve parce que ça, vous m'y faites penser. Bon, je dois le trouver. Mais vas-y, je t'en prie. Ça me rappelle le cri de l'enfant, le souffle, le cri de l'enfant. Quand il naît déjà, il naît en criant. Le cri, c'est le signe qu'il est vivant. Il est mal, comme disait René Passon. Sinon, c'est un problème. Et l'enfant qui commence dans son babillage à pointer du doigt une chose et à la nommer, mais le nom qu'il donne à la chose, ce n'est pas le nom que nous avons conventionnel dans le langage. C'est un petit peu ça. Vous pointez du doigt des choses avec des mots différents. On n'a pas. C'est pas pour rien que mon deuxième
recueil s'intitule Je te nomme. Je te nomme. Est-ce qu'il est chanté là-bas? Pas chanté? Non, trop court. Non. En fait, j'ai appris ce que les philosophes Faire de la techno alors avec ça. moi, je me pose la méditation. Je me demande, enfin, j'ai envie de poser des questions à l'autre sens. J'ai remarqué que L'école des beaux-arts, et pas nécessairement dans toutes les écoles de sciences humaines, il y a des pratiques qui naissent, des pratiques artistiques, et auxquelles nous sommes redevables aussi par rapport, par exemple, au plasticien, pour passer d'un statut vers un autre, l'exposition personnelle est exigée. Je ne sais, vous me corrigerez si je me trompe, mais par rapport aux écoles, par exemple, le reste des sciences humaines, en considère une sorte de littérature française, est-ce qu'il est aussi exigé de produire un roman pour passer voilà. Pour la promotion en grade? Oui. Voilà, c'est quelque chose de très particulier. Ça compte même pas dans le dossier Ça ne compte pour le passage de grade. Alors que Lire tous les romans à part le travail de recherche, Ça peut être un motif de reproche. et pourtant, Vous perdez votre temps dans la fiction. voilà. Et là, pour nous, c'est exigé, surtout pour essentiel. l'essentiel pour les arts plastiques. Mais ça fait moi, pas je suis longtemps, hein. Moi, par exemple, Ça fait j'étais pas en longtemps, sciences. ça fait 20 ans. Moi, j'étais moi, je suis en théorie, donc c'est pas exigé. Mais par rapport aux arts plastiques, il y a le travail théorique, le travail de recherche, mais en plus, il y a une pratique. Et il y a aussi une pratique. Ça, moi, je pense qu'il faut réfléchir. À part la pratique, ce qui nous différencie en fait, c'est que voilà, pour les arts plastiques, en fait, on peut étudier, théoriser sur notre pratique. Voilà, en plus, oui. On peut, pour ceux des lettres, en fait, ceux qui font des facultés des lettres, etc., ils prennent un bouquin ou une histoire, un ouvrage, une œuvre d'un autre auteur, un truc comme ça. Nous, en fait, pour notre thèse ou un DEA, etc., on peut. d'un texte religieux. Je peux porter, voilà. La différence en fait qu'on a réellement avec les facultés des lettres, je crois, c'est que voilà, nous, notre spécificité, c'est que voilà, nous, on arrive à avoir suffisamment de recul pour travailler sur notre pratique artistique. Si ça peut intéresser, en novembre, il y aura un colloque à l'Institut des Arts et Métiers d'Espagne sur l'auto-poétique. Juste pour Alors les carottes sont cuites, je ne les ai pas trouvées. Mais elles sont là, je vais les trouver. Quelqu'un les a mangés alors. Merci. C'est une impression. Hein. Moi, je découvre le période rouge, je ne connaissais pas. Quand vous êtes des plasticiens, je me permets de vous poser cette question. Je crois que l'impression que j'ai eue, ça m'a rappelé l'art conceptuel. Je vais citer l'humanisme et tout ça. Mais l'art conceptuel, c'était dans ce sens-là. C'est juste une phrase. On laisse le spectateur imaginer la suite. Est-ce qu'il y a un rapprochement ou c'est juste une impression que j'ai eue Non, oui, il y a eu une relation, bien évidemment, parce que 3 lignes dans un poème, donc il y a une première idée, l'extension de l'idée et la clôture de l'idée, donc nous travaillons sur des concepts, et chaque concept renvoie à une idée à part. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Madame Abdelkefi, ce qu'on appelle en arabe al-mufaraqa, c'est-à-dire une forme de position, ou de nuance ou de différence entre la première phrase, la deuxième et la troisième. C'est une contrainte. Non, c'est une contrainte dans le poème de Eco. C'est la contrainte. Il faut qu'il. Ce sont des syllabes. On parle beaucoup plus de syllabes. Et en arabe, maqata. Ah oui, c'est maqata. Comme les versets coraniques. Le côté religieux aussi. Bah oui, bien sûr. pour pointer du doigt. Oui, parce qu'il y a le souffle. Oui. Quelque part, je ne sais pas. Oui, peut-être, puisque ça émane de la relation entre le poète et la nature, entre autres. Voilà pourquoi. J'ai travaillé dessus, cette pensée que je voulais de soulever. J'ai un ouvrage sur lequel je réfléchis autour
de la relation, sur le plan du visuel bien sûr, parce que à l'école des beaux-arts, entre la poésie classique arabe et la calligraphie arabe. Et donc la notion de rime existe, la rime visuelle dans la calligraphie, elle existe aussi dans la poésie. Il y a beaucoup même la terminologie de verset, de notion de verset qu'on retrouve dans le Coran, donc dans la calligraphie, et en même temps dans la poésie. Et je considère qu'il n'y a rien d'étonnant à cela. Si on revient à l'origine même de la parole et de l'existence de l'homme, en fait, le souffle divin qui traverse Adam. Et ce souffle qui traverse est de l'ordre du divin, quelque part. C'est ce qui fait que ça crée. Ça crée, ça relève du sacré. Et ça crée Et ça crée. Ça relève du sacré. Attrapé. Falso. Et le monde n'existe que par la parole, en fait. Sans notre parole, l'objet à texte, vous le rappelez, je l'ai écrit, je vais vous le lire, et si le vert romarin fleure jusqu'au mur ancien, si la bruine légère paresse, s'arrête à mi-chemin et s'abandonne, soumise aux brûlants rayons, si la dune en frisson s'écrit corps différents sous la plume du vent, c'est parce que si les choses surviennent par degré divin, elles ne naissent au monde que dans le regard humain. Le fiat, le souffle divin. Et d'ailleurs, l'histoire de la calligraphie, au départ, quand on écrivait, les premiers calligraphes ne mettaient que les consonnes. Ils ne mettaient pas les voyelles. Les voyelles n'existaient pas. Donc, et au moment où le sultan demandait à ce qu'on mette les voyelles pour qu'on puisse lire correctement, parce que les différentes tribus parlaient différemment le Coran, ils disaient le Coran différemment. Et les calligraphes assignés ont refusé. Ils voulaient que le Coran reste silencieux, à l'image de la table gardée, Lawh al-Mahfouz. Et donc, Massignou, d'ailleurs, il avait interprété la chose parce que les calligraphes avaient proposé des points rouges sur l'écriture noire. Et Massignou disait que le Coran était traversé par le corps humain, en fait. Et à partir du moment, d'ailleurs, où on le dit, où on l'énonce, où on le parle, c'est qu'il y a les voyelles. Et sans la voyelle c'est lorsqu'on parle qu'on utilise la voyelle. Mais tant qu'on ne parle pas, il n'y a pas de voyelle. Donc la voyelle, elle est issue du souffle aussi. Et elle prend la dimension humaine. Et le Coran, finalement, il devient limité par la finitude de l'homme, par les limites de l'homme. C'est ses conditions, sa propre condition. Exactement. Alors qu'il était dans la table gardée, il était silencieux, donc il était dans son immensité. C'est une des interprétations aussi. Je voudrais vous lire quand même quelques petits textes sur le haïku. Donc c'est un peu la... Vous parliez d'autopoétique. Bon, c'est un peu une réflexion sur la pratique même du haïku. L'image surgit de la compression du sens par étouffement. L'image surgit de la d'asphyxie. L'image surgit de la compression du sens par étouffement. La brachylogie, ce n'est ni la castration, ni l'amputation. La brachylogie, ce n'est ni la castration, ni l'amputation. Le haïku casse-cou se jette dans un gouffre, la tête la première. Haïku charretier exprime la sagesse avec des gros mots. Haïku en voyage, avec pour tout bagage un supplément d'âme. À force de discipline, le haïku devient une voie vers le plaisir.
À force de discipline, le haïku devient une voie vers le plaisir. Dans ma vieillesse, je fais les 400 haïkus religieusement. Dans ma vieillesse, je fais les 400 haïkus religieusement. Source de bonheur, la mystique du haïku émerveille. Un haïku primal, vous parliez du primal. Un haïku primal avec un son guttural est un revenant. Puissance de frappe d'un haïku nucléaire en temps de guerre. Haïku uppercut, classé parmi les poids plumes, mais qui pèse lourd. Dans la bouche de l'enfant, il fait l'effort de se sortir pour sortir le mot. À force de frapper, oui, il est au matériau. Il y en a, c'est tout un chapitre comme ça sur le haïku, le rapport au travail qui consiste à justement profiter. Insister, c'est ça le terme. Insister. L'art pour l'art. Quelqu'un veut réagir. Il reste une minute. Question, une réponse. C'est la minute de silence. Comment? Moi, je reste une minute. Ah ben oui, justement. On va faire le Le ringa. le ringa. Et on va faire un haïku. Sur place. Écriture automatique. Mettez l'écriture automatique. D'accord. Oui, un cadavre exquis. Ok. Pourquoi pas? Le travail de commun. On va essayer quand même. Hein. Une petite phrase. Camion tremblant. Camion tremblant. Allez, voilà, c'est lui, vas-y. Camion. Camion. Tremblant. Camion tremblant. Camion tremblant, il manque un pied. Camion tremblera. Camion tremblera devant. Camion tremblera quand les roses faneront. Quand les roses fanées, non. Quand la rose fanée, quand la rose se fanera. Quand la rose fanard, C'est pas de la poésie, franchement. J'ai du mal à adhérer à ça. C'est que le haïku est un excellent support pédagogique pour initier les enfants à la poésie. Et donc, un outil pédagogique Un extraordinaire. exercice poétique. Quand j'ai fait des ateliers d'écriture en France, ça marche beaucoup avec les enfants quand tu ramènes deux mots qui viennent d'univers totalement différents et que leur dis ils arrivent à apporter des images extraordinaires. Ils sont obligés de tisser un lien, de trouver le lien, et ça peut être à l'origine d'une écriture intéressante. C'est votre rôle, c'est votre mission à vous. Je vais essayer quand même. C'est vrai. Je vais essayer de produire tout de suite un haïku de la situation. Espace séparé, regard croisé. Mais il manque la dernière phrase. À toi, Salwa. Espace séparé, celle-ci. Moi, je ne suis pas vraiment dans l'exactitude des syllabes, mais je suis dans le sens. On est à deux espaces séparés, mais nos regards se croisent. Voilà, donc, regard croisé. Et il reste la troisième ligne. Ben, le ciel nous regarde. Voilà, ciel, regardez. Le ciel en est témoin. Le ciel en est témoin. Je Bah non, ça, reconnaîtra comptez les pas sur siens. moi. Je reconnaîtra les siens. 7. Bah, après 700, il y a Espace séparé, c'est regard normal, un croisé. regard croisé. Ça devient de l'automatisme. J'ai pensé à Degas. Non, non, le regard. Mais je sais pas Degas. J'ai pensé à un tableau de Degas. Ah, Degas, Degas. Degas, évidemment.
pensée sucrée Non, à non, la c'est pause un café. poème de la situation. Du contrôle spatial, Venir même un atelier sur une journée. Ah bah ça serait super. Voilà. Et à la fin, on publie un recueil. Ça serait super.